Je suis Daniela, j'ai 42 ans, et je comprends seulement maintenant que j'ai passé 2 décennies à confondre l'amour avec la dépendance. J'ai besoin de te dire quelque chose que j'ai mis la moitié de ma vie à comprendre. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est inconfortable, et personne n'en parle. Aujourd'hui, nous sommes le 10 février 2026. Il y a 3 mois, j'ai démissionné d'un emploi que j'ai occupé pendant 16 ans, non pas parce que j'ai été licenciée, non pas parce que j'ai trouvé quelque chose de mieux, mais parce que j'ai enfin compris que j'étais coincée dans un schéma qui a commencé bien avant cet emploi. Je suis psychologue. J'ai travaillé dans une fondation qui aide les familles en crise. Violence domestique, addiction, pauvreté extrême, des cas difficiles, des cas qui vous empêchent de dormir. Quand je suis entrée, j'avais 26 ans, récemment diplômée, pleine d'énergie et de conviction. Je croyais que je pouvais changer des vies, et d'une certaine manière, je l'ai fait. Mais je me suis aussi complètement perdue dans le processus. Laisse-moi te raconter comment cela a commencé. J'ai grandi dans une maison qui de l'extérieur semblait parfaite. Mon père était ingénieur, ma mère enseignante à l'école primaire. Nous avions un frère aîné, Andrés, qui était la fierté de la famille jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Mais à l'intérieur, notre maison était un champ de mines émotionnel. Mon père buvait, pas tous les jours, pas de manière scandaleuse, mais suffisamment pour que nous marchions tous sur des œufs les vendredis soirs. Ma mère était le centre émotionnel de tout. Elle soutenait mon père quand il buvait trop, elle calmait mon frère quand il explosait, elle s'occupait de moi quand je pleurais pour n'importe quoi, et je l'observais, j'apprenais. J'ai appris que être précieuse signifiait être indispensable. J'ai appris que l'amour se gagnait en résolvant des problèmes. J'ai appris que si quelqu'un avait besoin de toi, cela signifiait que tu comptais. Je me souviens d'un moment précis. J'avais 11 ans. Mon frère, qui avait alors 16 ans, avait échoué dans 3 matières. Mes parents avaient eu une terrible dispute. Ce soir-là, Andrés était enfermé dans sa chambre. J'ai frappé à la porte. Je suis entrée. Il était assis au bord de son lit, la tête entre les mains. Je me suis assis à ses côtés. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté pendant qu'il me racontait qu'il se sentait un échec, qu'il ne savait pas ce qui lui arrivait, que tout le monde attendait tant de lui. Quand je suis sortie de sa chambre, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je me suis sentie important. Quelqu'un avait eu besoin de moi. Et j'étais là. Ce sentiment est devenu addictif. Quand je suis entrée à la fondation, j'ai senti que j'avais enfin trouvé ma place. Mon premier cas était Sandra, 32 ans, 2 jeunes enfants, fuyant un mari qui l'avait hospitalisée 3 fois. J'ai travaillé avec elle pendant 2 ans. Je l'ai aidée à trouver un refuge, puis un logement permanent. Je l'ai accompagnée à des rendez-vous juridiques. J'ai vu ses enfants recommencer à sourire. C'était épuisant, mais c'était aussi la chose la plus significative que j'avais faite dans ma vie, ou du moins, je le pensais. Avec le temps, ma liste de cas a grandi. La fondation manquait de personnel, et je ne pouvais jamais dire non. Quand ma superviseure demandait si je pouvais prendre un cas de plus, je disais oui. Quand un patient appelait en dehors des horaires, je répondais. Quand il fallait travailler un samedi supplémentaire, je me proposais. Je suis devenue la psychologue que tout le monde cherchait. Mes supérieurs m'adoraient, mes collègues m'admiraient, mes patients me remerciaient avec des larmes dans les yeux, et je me sentais complète. Jusqu'à ce que je ne le sois plus, j'ai commencé à avoir des maux de tête constants, des problèmes pour dormir. Je me réveillais à 3 heures du matin en pensant à mes affaires. Mes collègues me disaient que j'avais besoin de repos, que je me brûlais, mais je ne pouvais pas m'arrêter, parce que si je m'arrêtais, je devrais faire face à la question qui me terrifiait. Qui étais-je sans ça? J'ai rencontré Rodrigo à l'anniversaire d'une amie. Il avait 30 ans, lui 32. Il était calme, autosuffisant, émotionnellement stable. Quand il avait un problème, il le résolvait. Il ne traînait pas de traumatisme. Il n'avait pas besoin d'être sauvé. Au début, cela m'a semblé rafraîchissant, une pause de mon travail. Nous nous sommes mariés quand j'avais 33 ans. Les premières années étaient bonnes. Mais peu à peu, quelque chose en moi a commencé à s'inquiéter. Rodrigo ne demandait pas d'aide, il ne partageait pas ses problèmes profonds. Il n'avait pas besoin de moi de la manière dont j'avais l'habitude d'être nécessaire.
Quand il avait une mauvaise journée au travail, il me le racontait brièvement et poursuivait sa vie. Il n'avait pas besoin que j'analyse tout. Quand il se sentait anxieux, il sortait courir. Quand nous avions un désaccord, nous le résolvions calmement. Il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas de crise, il n'y avait pas d'opportunité pour que je sois la salvatrice. Et cela a commencé à m'agacer. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à créer des problèmes là où il n'y en avait pas. Je critiquais ses décisions. Je remettais en question ses émotions. J'offrais des solutions à des choses qu'il ne voyait pas comme des problèmes. Quand il me racontait quelque chose, je le transformais en une séance de thérapie. Il me disait « Je veux juste que tu m'écoutes » et je répondais « C'est ce que je fais ». Mais ce n'était pas vrai. Je n'écoutais pas. Je diagnostiquais. J'étais désespérée de me sentir importante dans sa vie. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de l'éloigner. Rodrigo s'est éteint. Il a cessé de me raconter des choses. Il a cessé de m'inviter à ses projets. Il a aussi cessé d'essayer de se connecter physiquement. Et je me suis encore plus investie dans mon travail. Pendant des années, la Fondation a été mon refuge. Là, je comptais vraiment. Là, on avait besoin de moi. Je travaillais 12-14 heures par jour. Je répondais à des emails à minuit. Je prenais des appels d'urgence le week-end. Mes supérieurs disaient que j'étais le cœur de l'organisation. Mes patients disaient que je leur avais sauvé la vie. Et je m'accrochais à ces mots comme s'ils étaient de l'oxygène. Parce qu'à la maison, Rodrigo ne disait plus rien. La rupture finale est arrivée il y a 1 an avec l'une de mes patientes. Marcella avait été en thérapie avec moi pendant 5 ans. Je l'avais rencontrée quand elle venait juste de s'échapper d'une relation violente. Elle est arrivée détruite. Et je l'ai aidée à se reconstruire. Nous avons travaillé ensemble pour traiter le traumatisme. Je l'ai accompagnée pendant qu'elle récupérait la garde de sa fille. Je l'ai soutenue quand elle a trouvé un emploi stable. J'ai célébré quand elle a emménagé dans son propre appartement. C'était mon cas de succès, ma preuve que ce que je faisais en valait la peine. Et puis, un mardi après-midi, j'ai reçu son appel. Je suis retournée avec lui, a-t-elle dit d'une voix brisée. J'ai eu l'impression que le sol disparaissait sous mes pieds. Quoi? Il est réapparu il y a 2 semaines. Il a changé, Daniela. Il est en thérapie. Il a arrêté de boire. Il est différent. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, 5 ans, des centaines d'heures de séances, détruites. Ma première pensée n'était pas de m'inquiéter pour sa sécurité, c'était la trahison. J'ai eu l'impression que tout ce que j'avais fait pour elle n'avait servi à rien. J'ai eu l'impression qu'elle m'avait personnellement trahi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à regarder le plafond. Et puis, j'ai réalisé quelque chose d'horrible. Je n'étais pas en colère parce qu'elle était en danger. J'étais en colère parce que mon effort avait été gaspillé. J'étais en colère parce que mon cas de succès n'était plus un succès. J'étais en colère parce qu'elle avait cessé de me nécessiter de la bonne manière. La réalisation m'a frappée comme un camion. J'avais transformé sa guérison en quelque chose qui me concernait, concernant ma compétence, concernant ma valeur en tant que thérapeute. Je me suis assise dans l'obscurité cette nuit-là, me demandant combien de fois j'avais confondu aider avec contrôler, combien de fois j'avais eu besoin que d'autres aient besoin de moi pour me sentir précieuse, combien de fois j'avais utilisé la douleur des autres pour combler mon vide. La vérité était brutale. Je n'aidais pas seulement par bonté, j'aidais parce qu'être nécessaire me faisait sentir importante. Et quand quelqu'un cessait de me nécessiter, je me sentais invisible. Le lendemain, j'ai parlé à Rodrigo. Je lui ai dit que nous avions besoin d'une thérapie de couple. Il lavait la vaisselle quand je lui ai dit cela. Il s'est arrêté, a laissé la vaisselle à moitié faite. Il a lentement essuyé ses mains. Elle se tourna vers moi avec une tristesse que je n'avais jamais vue dans ses yeux, et elle dit « Daniela, je n'ai pas besoin de thérapie de couple. J'ai besoin d'une épouse qui me voit comme quelque chose de plus qu'un projet. » Les mots m'ont traversée. « Je ne te vois pas comme un projet, dis-je. » Non? Alors pourquoi chaque fois que je te raconte quelque chose, tu me donnes une stratégie au lieu d'un câlin? Pourquoi analyses-tu chaque chose que je dis comme si c'était de la thérapie? Pourquoi ne peux-tu pas simplement être avec moi? J'essaye d'aider. Je sais, mais je n'ai pas besoin d'aide, Daniela. Je ne suis pas brisée. J'ai juste besoin que tu sois présente, que tu m'écoutes, que tu m'aimes comme ton mari, pas comme ton patient. Elle avait raison. Et c'était dévastateur de le reconnaître. J'avais passé 12 ans à essayer de le réparer alors qu'il n'avait jamais été brisé.
Il n'avait tout simplement pas besoin de moi de la manière dont je croyais devoir être nécessaire, et cela m'avait rendue folle. J'ai commencé ma propre thérapie la semaine suivante. Mon thérapeute, Patricia, ne se laissait pas tromper par mes rationalisations professionnelles. Lors de notre 3e séance, elle m'a arrêtée. Daniela, tu peux utiliser tout le jargon technique que tu veux, mais ce que tu décris, c'est la codépendance, et tu le sais. Elle avait raison. Au cours des mois suivants, j'ai dû faire face à des choses que j'avais évitées toute ma vie, que ma valeur ne dépendait pas de combien on avait besoin de moi, que aimer n'était pas la même chose que sauver, que être présente ne signifiait pas être disponible tout le temps, que dire non ne me rendait pas égoïste. J'ai dû retracer tout cela jusqu'à mon enfance, voir comment j'avais appris que être précieuse signifiait se sacrifier jusqu'à l'extinction. J'ai dû admettre que j'avais choisi une profession qui alimentait mon besoin d'être nécessaire. C'était douloureux. Il y avait des jours où je sortais des séances en me sentant brisée. Mais il y avait aussi des jours où je sortais en me sentant enfin capable de respirer. Il y a 6 mois, j'ai dit à ma chef que j'avais besoin de réduire ma charge de travail. Elle m'a regardée comme si je lui avais dit que je voulais démissionner. « Mais tu es essentielle ici. Nos patients t'adorent. Je ne sais pas comment nous allons. » Et là, elle était encore là, essentielle, indispensable, nécessaire. Les mots que j'avais poursuivis toute ma vie. Mais maintenant, ils sonnaient différemment. Ils sonnaient comme un piège. Je sais, mais je suis en train de brûler. Et si je ne fais pas un changement maintenant, je vais m'effondrer. 1 mois plus tard, j'ai complètement démissionné. C'était l'une des décisions les plus difficiles de ma vie. Non pas parce que je ne savais pas quoi faire ensuite, mais parce que je renonçais à la version de moi-même que je croyais précieuse. La psychologue héroïque, la sauveuse, celle qui était toujours là. Qui étais-je sans ça? Maintenant, je travaille à temps partiel en consultation privée. Je ne prends que 6 patients. J'ai des horaires clairs. Je ne réponds pas en dehors des séances, sauf en cas de véritables urgences. Et j'ai établi une règle. Si un patient m'appelle en dehors des horaires plus de 2 fois par mois, nous avons une conversation sur les limites. Et sais-tu ce qui est étrange? Je suis une meilleure psychologue maintenant, parce que je n'ai pas besoin que mes patients aient besoin de moi. Je peux les voir grandir sans sentir que je perds mon but. Je peux célébrer quand ils n'ont plus besoin de thérapie. Je peux les laisser partir sans sentir que je perds mon identité. Il y a 2 semaines, l'un de mes patients m'a dit qu'il se sentait prêt à terminer la thérapie. Mon premier instinct a été la panique, le convaincre qu'il avait encore besoin de moi. Mais j'ai respiré profondément et j'ai dit « Ça me semble merveilleux, tu as fait un travail incroyable. » Et je le pensais vraiment. Rodrigo et moi essayons de reconstruire. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Il y a beaucoup de dégâts accumulés. Mais pour la première fois depuis des années, je peux être avec lui sans essayer de le réparer. La semaine dernière, il m'a parlé d'un problème au travail. Mon premier instinct a été d'analyser, d'offrir des solutions, mais je me suis arrêtée. Et j'ai simplement dit « ça a l'air stressant ». Il m'a regardé surpris, il a continué à parler, et moi, j'ai juste écouté. Quand il a fini, il m'a dit « merci, j'avais besoin de me confier ». C'était si simple. Et cela avait été hors de ma portée pendant si longtemps. Nous recommençons aussi à avoir un contact physique, lentement, tentativement. Il y a quelques jours, pendant que nous regardions un film, il a tendu sa main. Je l'ai prise. C'était quelque chose de si petit, mais cela s'est senti monumental. Je ne sais pas si notre mariage survivra. Le dommage a été profond, mais au moins maintenant j'ai l'occasion de l'aimer en tant qu'épouse, pas en tant que thérapeute. Voici ce que j'ai appris. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être aimé. Tu peux passer toute ta vie à être indispensable pour les autres et continuer à te sentir vide. Parce que lorsque ta valeur dépend de combien les autres dépendent de toi, tu ne peux jamais te reposer, tu ne peux jamais lâcher prise, tu ne peux jamais simplement être. Aider peut devenir une addiction. Cela te donne un coup de fouet, cela te fait sentir important. Mais avec le temps, tu as besoin de plus en plus pour ressentir la même chose. Les limites ne sont pas de la cruauté, ce sont de la santé. Dire non ne te rend pas égoïste. Les limites rendent possibles des relations durables. Tu ne peux sauver personne qui ne veut pas être sauvé. Et plus important, tu ne devrais pas essayer. Ton travail ne peut pas être ton identité complète, parce que se passe-t-il quand tu ne peux plus travailler? Cesses-tu d'avoir de la valeur?
Amar signifie voir la personne, pas le projet. Rodrigo n'a jamais été un projet. C'était une personne entière qui voulait être vue, entendue, aimée pour ce qu'elle était. Je suis encore en train de le faire. Tout n'est pas résolu. Certains jours, c'est facile. D'autres, je me retrouve à chercher des moyens de redevenir indispensable. C'est un schéma profond. Il ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais maintenant, au moins, je sais le reconnaître. Si tu lis ceci et que tu te sens identifié, écoute-moi, tu n'as pas besoin d'être indispensable pour importer. Tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps pour être une bonne personne. Tu n'as pas besoin de te sacrifier jusqu'à l'épuisement pour être précieuse. Ta valeur existe indépendamment de combien on a besoin de toi. Aimer, ce n'est pas sauver. Aider, ce n'est pas contrôler. Et être précieuse ne nécessite pas que quelqu'un d'autre soit brisé. Je suis Daniela, j'ai 42 ans, et je suis seulement en train d'apprendre à m'aimer sans avoir besoin que quelqu'un ait besoin de moi. Si cette histoire a résonné en toi, abonne-toi. Il y a d'autres histoires comme celle-ci. Et si tu as ta propre histoire, il y a un formulaire dans la description. Ton expérience pourrait aider quelqu'un d'autre. Merci d'avoir écouté la mienne.